Salut tout le monde, bienvenue sur If We Speak pour notre troisième interview maintenant. Je suis avec mon acolyte Alexis Rimbert, Tout à fait, qui était déjà présent lors de la deuxième interview avec Alexandre Halal, le journaliste de Téléfoot. c'est ça. On a encore upgrade un petit peu le niveau. Bonjour Pierrick, Salut les gars, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Donc est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas forcément? Rapidement, donc Pierrick Capel, 37 ans, bientôt avoir 38, et j'ai commencé ma carrière professionnelle à 25 ans à Clermont, en Ligue 2, et je suis arrivé à Angers en 2015, et donc ça fait 10 ans que je suis là. Donc au moment où on se parle, vous êtes à la lutte pour le maintien. Il reste à peu près 7 journées. Est-ce que vous commencez déjà à sortir les calculettes? En fait, avec la mauvaise passe actuelle, forcément, on va commencer peut-être un petit peu plus à réfléchir, mais ça va pas changer notre façon de travailler. Il va falloir d'ailleurs accentuer un petit peu le travail dans l'intensité et puis aller chercher les points qui nous manquent. Puis on sait que vous avez aussi un calendrier assez chargé. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. On dit qu'il reste 7 matchs. Bon, on peut toujours espérer gratter quelque chose le week-end prochain au parc, mais ça va être très très compliqué. On y va pour ça de toute façon. Et puis après, il en restera 6. Et bon, ils seront durs aussi, mais il faut absolument aller chercher ce qui nous manque. Donc tu as passé il y a peu les 300 matchs sous les couleurs du SCO d'Angers. Est-ce que quand tu es arrivé là, tu pensais aller jusqu'ici? Non, pas du tout, évidemment. J'arrive en Ligue 1 à 28 ans. Dans le monde du foot, c'est assez tard. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais profiter, je vais essayer de déjà avoir le niveau et puis faire le plus d'années possible. Bon, j'arrive à 10 aujourd'hui, c'est beau. C'était important pour toi de rester vraiment dans un club? Je suis quelqu'un d'assez fidèle et quand je m'attache à quelqu'un, à quelque chose, à une identité, ça me tient à cœur. Malgré les difficultés qu'on a pu traverser et qu'on a traversé chaque saison, parce que chaque saison c'était dur, l'objectif était le maintien, on reste un petit club, voilà, petit à petit on arrive à se développer, mais oui, pour moi c'est une histoire d'appartenance. Mais justement, en parlant de ça, tu arrives en fin de contrat là, avec le SCO d'Angers. Est-ce que tu comptes prolonger Vous ou voulez pas? un scoop là? Ouais, c'est ça. Non, il n'y en aura pas pour l'instant. La saison est en cours, le maintien n'est pas acquis. Ma volonté, évidemment, c'est de rester et de continuer parce que je me sens encore capable. Ouais. Et les discussions viendront par la suite et on prendra le temps de poser tout bien sur la table et voilà, on prendra une décision après. Ok. Donc pour le moment, ça dépend plus du club que toi, il n'y a pas vraiment de discussion? Si, il y a des échanges, mais si tu veux, on ne peut pas acter tant que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Tant que le maintien n'est pas acquis, on ne sait pas dans quelle division on va être, même si il peut y avoir des discussions en amont. Moi, j'annonce rien tant que le contrat n'est pas signé, quoi. On sait très bien qu'il peut y avoir énormément de retournements de situation. Mais c'est plutôt en bonne voie. C'est ni en bonne voie, ni voilà, mais il faudra en reparler plus tard. Ok. Mais je vous tiendrai au courant. Ça marche. Parfait. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait un peu peur, cette fin de carrière? Est-ce que tu as déjà réfléchi à l'après-carrière? Ouais, c'est pas nouveau, c'est pas là aujourd'hui que je commence à y penser, j'y pense depuis un moment. Mais l'objectif en fait c'est de repousser mes limites à chaque fois. Quand je suis arrivé, j'avais 34 ans, on m'a dit ça y est, t'arrêtes. J'ai dit non, je suis pas prêt d'arrêter. J'en ai pas l'envie en plus et tant que on a encore faim de terrain, il faut tout faire pour continuer. Ben, tu es aussi élu municipal, il me semble Saint-Léger de Linières. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette double casquette à côté du foot? Ouais, c'est pas si compliqué que ça, les gars. Finalement, c'est s'investir un petit peu dans sa commune pour essayer d'améliorer un petit peu le fonctionnement global, que ce soit dans les investissements ou dans le fonctionnement. Et c'est par des choses très concrètes, tu vois, t'accompagnes à un projet comme on n'avait pas de city stade dans la commune et c'est quelque chose que les jeunes adorent. Quand j'étais jeune, moi j'adorais aller jouer dans ces espaces-là. Et donc on a construit on a construit même un deuxième à Saint-Léger. Et c'est des choses comme ça, toutes simples. Mais donc on t'a aussi vu dans des engagements caritatifs ou autres, donc aussi pour la ville d'Angers. Est-ce que justement cet engagement pour le territoire, c'est quelque chose qui te caractérise, qui fait partie de ta personnalité? Ouais, c'est toujours partager avec l'autre et donner pour recevoir. Si tu donnes pas, tu reçois pas. Et je pense que c'est un bon échange dans la vie de manière générale. Il y a plein de choses à faire, que ce soit ici, dans notre secteur, mais partout dans le monde. Et donc l'engagement sociétal pour moi il est important. Ouais.
Donc c'est plutôt un à côté ou il y a une carrière en politique qui se profile Non, c'est pas du tout de la politique, les gars. Franchement, non, vraiment pas. En tout cas, ça, c'est pas dans ma tête. C'est simplement, voilà, contribuer à la bonne vie quotidienne, tu vois, de ma commune là aujourd'hui. Et puis de manière générale, avec toutes mes connaissances, mes amis, mes collègues et tout ça. Donc on connaît le Pierrick Capel footballeur, celui qui est aussi engagé, comme on vient de le dire. Est-ce qu'en dehors de ça, tu as d'autres passions? Qu'est-ce que tu fais en dehors du foot? J'ai la passion pour ma famille, mes enfants notamment et ma femme évidemment, avec lesquels j'essaie de passer un maximum de temps parce que ça grandit très vite et il faut profiter. C'était une petite parenthèse parce que la vie elle est tellement cruelle, elle est tellement, tu sais, ça passe tellement vite. Tu t'es enfermé dans le boulot, le machin et tout, et puis tu profites pas, puis tu les vois grandir d'un seul coup. Tu dis putain, ils ont déjà 10 ans. Et sinon après beaucoup de sport, et notamment le padel. Ok. T'en pratiques à côté J'en pratique à côté un petit peu, ouais. On voit beaucoup de joueurs en faire. Ouais, je pense que les footeux aiment bien, ouais, c'est parce que ça fait référence à une donnée physique, c'est certain, à partir du moment où il y a un certain niveau sur le terrain, mais aussi lecture de trajectoire, voilà, c'est ludique, c'est en 2 contre 2, donc non, c'est agréable à faire. Vous jouez entre coéquipiers au SCO? On joue un petit peu entre coéquipiers, ouais, ou après j'ai aussi d'autres connaissances ici. Et on essaie de jouer de temps en temps. Ouais. Et pour revenir sur le football, il y a 2 ans, le SCO d'Angers réalise une saison, on peut le dire, catastrophique, avec, il me semble, une série inédite de 13 défaites. C'est bien de revenir dessus, les gars. Je sais pas cool. Ah, mais ça fait partie de l'histoire, Ouais, t'as raison. Non, mais ça a créé une petite scission avec les supporters à l'époque, on a l'impression. Comment toi, personnellement, et avec le groupe aussi, vous avez vécu cette période? Elle a été très, très difficile. Mais dans toute expérience, je pense qu'il faut en ressortir du positif. Et on a touché le fond pour mieux remonter. Et on a vu que la saison suivante de Ligue 2, où tout le monde nous annonçait encore en grande difficulté, on a su repartir de plus belle et puis faire cette magnifique saison pour remonter directement. Et ça, c'est pas anodin. Donc ça a été un traumatisme, mais j'ai trouvé qu'au fil de cette saison-là, les supporters commençaient à revenir grâce aux résultats. On va pas se mentir, s'il n'y a pas de résultats, je pense que ça n'incite pas les gens à venir au stade. Malgré que moi je les incite à venir aussi parce qu'on a besoin énormément de vous pour nous soutenir. C'est important. Et puis on réussit, je vous dis, à remonter, à recréer finalement une dynamique de club autour du groupe pro évidemment. Justement, cette dynamique que vous avez réussi à remettre et ce rebondissement directement après la descente, comment tu l'expliques toi? Qu'est-ce qui a été mis en place? Parce que c'est quand même assez extraordinaire de remonter directement, surtout après une série de défaites énormes en Ligue 1. C'est assez rare. Et finalement, avec beaucoup d'humilité, parce que il en fallait et il en faut toujours, tu te remets vraiment au boulot et avec en priorité mettre en avant finalement les bonnes valeurs qui représentent le SCO, qui ont toujours représenté le SCO, et notamment la dalle évidemment, mais aussi voilà, le travail, l'abnégation, la solidarité. Grâce à ces ingrédients-là, tôt ou tard, tu réussis. Moi, c'est en tout cas ma conviction. Tu sèmes, tu vas récolter à un moment donné. Et bon, là, du coup, ça, on a réussi assez vite. Faire 20 victoires dans un championnat de Ligue 2, c'est pas anodin. Ouais. Donc ouais, non, c'est une belle réussite. Et comment on reconstruit un groupe justement Reconstruire un groupe, il y a eu un petit peu de mouvement. Certains sont partis, d'autres hommes forts sont arrivés comme Jordan Lefort notamment. J'ai pas fait exprès. Mais Jordan, ouais, voilà, et il incarne tout à fait ses valeurs de travail et de dalle. Donc grâce à tout ça, il y a eu une bonne alchimie. Voilà, on s'était fixé des objectifs forts entre nous. Et puis on a réussi à les atteindre, donc c'est top. Donc on parlait d'exploit à l'instant là. Vous allez en finale de Coupe de France avec l'US Quevilly en 2012. Comment on vit l'entrée au Stade de France, l'engouement autour d'un petit club Ouais, c'était une belle expérience effectivement et un exploit parce que on est en national à ce moment-là. Et on arrive au Stade de France déjà la veille. On s'entraîne sur la pelouse, dans le stade vide. Ça c'est quand même quelque chose
parce que tu te rends compte un petit peu de la taille du stade. Tu commences à prendre tes marques dans le vestiaire, etc. Enfin voilà, ça représente énormément de choses, pour moi en tout cas. Et puis le lendemain, assez choqué quand on rentre à l'échauffement, parce que le stade commençait déjà à être bien rempli. Et donc tous nos supporters étaient là pour nous encourager, et donc on criait dès qu'on est rentré. Ça m'est jamais arrivé à nouveau si avec le SCO, mais je suis pas rentré, donc c'était différent. Ça m'est jamais arrivé de jouer devant autant de personnes, donc c'est impressionnant. Et mais au fur et à mesure que l'aventure continuait, j'imagine que la pression médiatique un peu, c'est... À Quevilly, en national, d'un seul coup, effectivement, énormément de caméras, énormément de médias. Mais il y avait un groupe qui était assez mature, et donc on a su le gérer en prenant le bon côté, quoi, tu vois, sans se mettre de pression. On était content de vivre le moment, quoi. Est-ce que ça t'a aidé, est-ce que c'était un tournant dans ta carrière? Est-ce que ça a aidé aussi à passer en professionnel, d'aller en finale de Coupe de France? C'est ce que j'allais te dire, ça a été un peu le tremplin finalement. Parce que derrière Chignac-Clermont, c'est grâce au coach de Quevilly qui a signé à Clermont, qui a emmené, que j'ai signé pro, quoi, tu vois. Okay. Il a emmené d'autres joueurs ou Non, que moi. Et en fait, mais ça a été un deal qu'on avait passé dès le début de saison, avant que le championnat commence à Quevilly. À la fin de la prépa, il me dit écoute, moi ça fait 4 ans que je suis là, ou quelque chose comme ça, ou 6 ans, je sais plus. Bref, j'ai envie d'ailleurs, je vais sûrement réussir à trouver un nouveau projet, et notamment un club pro, je l'espère en tout cas. Et si tu fais ta saison, je m'engage à t'emmener avec moi, dans la mesure du possible. Donc on a fait la saison, j'ai fait plutôt une bonne saison en championnat national. Et puis il y a eu ce petit truc en plus, la Coupe de France, qui a fait que forcément c'est un beau tremplin. Ouais. Ensuite, t'arrives au SCO en 2015. J'imagine que ton rôle a un peu changé depuis ton arrivée. Est-ce que tu te considères un peu comme le tonton des jeunes du Ouais, c'est le grand frère. C'est forcément, t'arrives aujourd'hui à mon âge, t'as des petits de 18-19 ans qui sont là. Forcément, il y a une belle différence, mais c'est très enrichissant. Et c'est la beauté et la richesse finalement d'investir. Il faut, je pense pour moi, un bon équilibre entre jeunes et anciens. Et quand tous les jeunes sont à l'écoute des petits conseils qu'on peut donner, ça fait avancer tout le monde, quoi. Donc ces dernières semaines, il y a eu quelques critiques par rapport de certains joueurs du SCO sur l'ambiance à Raymond Kopa, notamment le fait que lors de certains matchs face aux grosses équipes, il y ait beaucoup de supporters adverses dans les tribunes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des idées peut-être de solutions pour essayer de fidéliser plus le public? Ce que j'en pense déjà, c'est que c'est forcément malheureux, c'est triste, ça fait mal de jouer à la maison et de se sentir à l'extérieur, tout simplement. Après, l'engouement qu'il y a pour les gros clubs, notamment comme Marseille, où c'est pas la première année que ça se passe, hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y ait plus de Marseillais que d'Angevins dans le stade. Mais encore une fois, c'est ce souci d'appartenance, et on fidélise les gens avec des bonnes valeurs, à montrer le bon exemple, à être irréprochable. Et ensuite, c'est finalement au monde extérieur de s'approprier les choses et de se dire oui, moi j'aime le SCO, j'aime le foot ici à Angers, j'aime ce que l'équipe dégage, je vais aller les soutenir et j'emmène les uns et les autres avec moi. Et puis on crée comme ça une grande et forte communauté. Parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas assez fort sur le territoire angevin pour représenter plus durement, on va dire, le SCO. Donc forcément, quand les autres équipes arrivent, ça amène d'autres supporters. Et là, j'ai senti quand même qu'il y avait une révolte depuis quelques matchs, et notamment après cet épisode de Marseille, certainement, où ça siffle si les adversaires veulent dire qu'ils ne sautent pas, n'est pas. Là, c'était Rennes ce week-end. Enfin voilà. Je pense qu'il y a une révolte et il y a une prise de conscience aussi, et il faut que ça aille dans ce sens-là. Après, des solutions, je suis pas dans cette réflexion-là non plus. C'est pas forcément mon rôle. Mais en tout cas, j'invite forcément tous les gens à venir nous soutenir, encore une fois, parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'on se sentira forcément toujours plus fort, à plus nombreux.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème un peu que Angers soit une ville principalement d'étudiants? Est-ce que du coup ils viennent un peu de tous les autres coins les coins de France et ils ont leur propre club et quand ils arrivent, bah forcément ils peuvent pas se fidéliser au school. Ouais, peut-être effectivement. Après, il y a énormément de villes étudiantes partout en France et finalement il y a quand même une identité forte concernant le club en question. Donc oui, ça peut être une explication. Après, il n'y a pas que les étudiants. Ouais. Et, les étudiants sont importants et je pense qu'ils apportent énormément d'énergie quand ils sont là pour nous soutenir. Donc ça c'est top parce que c'est finalement un peu la relève avec les familles, les enfants. Mais après il y a tout un public voilà, qu'il faut réussir à aller chercher. Donc la transition est toute trouvée, on passe sur une partie un peu anecdote. C'est quoi le meilleur stade dans lequel tu as joué? Que moi j'ai préféré, alors j'ai une attache particulière pour le Nord parce que je viens du Nord et donc à Bollaert forcément c'est quelque chose d'exceptionnel parce que voilà, il y a ma belle famille qui est là-bas aussi, je joue devant eux notamment. Et sinon après au-delà de ça c'est à Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne. Ambiance de fou. De dingue. Chaudron, ouais. De dingue. Oh, ça veut dire que là-bas avec eux par exemple on peut pas se parler. On s'entend pas. Impossible de se donner une info, dire ça vient ou ceci ou cela, non, impossible. D'accord. À ce point-là. Ah ouais, c'est dingue. Et peut-être en termes de beauté aussi, t'as un stade qui t'a aussi impressionné. La beauté du stade, dans l'architecture, le Vélodrome est quand même très 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 beau. Là, il y a architecture et ambiance au Vélodrome aussi. En plus, ouais. Mais ouais, voilà. Après, bon, il y en a plein qui sont sympas. Ouais. Même Raymond Coppa, il est pas mal maintenant. Hein. Ouais, il est très bien rénové. Hein. Ouais, il est très bien. Et donc sinon, est-ce qu'il n'y a pas un petit regret d'avoir joué qu'en France ou pas du tout? Est-ce que tu n'as pas des fois eu envie de tenter l'expérience ailleurs à l'extérieur? Quand tu fais un point sur ce que tu fais, au bout d'un certain temps, c'est dommage d'avoir des regrets, mais tu peux toujours en avoir si tu n'as pas atteint le plus haut niveau. Et forcément, pour jouer une Coupe d'Europe par exemple, de gagner une Coupe de France par exemple, voilà, après la carrière n'est pas terminée, mais pour aller à l'étranger notamment, ou continuer la carrière comme ça à haut niveau, je pense que le train est passé. Donc ouais, s'il devait y avoir un petit regret, ça serait ça, d'avoir touché peut-être un club en Europe, ou que ce soit pour jouer une Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de propositions. Non, pas forcément, pas spécialement. Après, j'ai pas, moi, mon envie de rester m'a peut-être fermé des portes aussi à un moment donné. On n'a pas exploré peut-être autant qu'il aurait fallu. Mais voilà, après, bon, c'est un petit regret par rapport à moi, la carrière que je fais aujourd'hui. Encore une fois, quand j'ai 18 ans, 19 ans, j'arrête le foot, je me dis, de toute façon, j'y arriverai pas. C'est terminé pour moi, je passerai pas pro, etc. Bon, je ferai pas de carrière, c'est pas grave. On va essayer de prendre du plaisir à jouer au foot mais en amateur et puis on va se pencher sur la suite quoi. Et donc voilà, donc moi c'est que du bonheur aujourd'hui. Et il y a un autre championnat à l'étranger qui t'aurait sinon, si jamais t'avais pu, qui t'aurait fait... J'aurais été en Espagne. En Espagne ? Ouais, en Espagne. Et pour le soleil, parce que c'est quand même la vie, on le voit là un petit peu maintenant. Et pour le foot qu'ils proposent quoi, parce que c'est vraiment, pour moi, très agréable. Ok. Et sur les terrains, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a choqué, que tu aies joué avec ou contre? Choqué, moi j'avais une idole qui est partie depuis, mais c'est Thiago Silva. Et au PSG, ça a été pendant toutes ces années vraiment un patron. Tu sentais une sérénité, une force incroyable. Et puis humainement, j'ai pu apprendre à le connaître aussi, et c'est quelqu'un de très attachant et très humain. C'est une star, mais il n'a pas hésité à prendre le temps pour discuter. On avait fait des photos avec mon fils. Enfin, je veux dire, non, franchement, c'est très agréable. Et donc lui franchement, dans tout ce que ça représente, quoi. On parle souvent de l'aspect star du PSG. Est-ce qu'on peut quand même discuter avec eux oui. À part Thiago Silva Oui, dans l'ensemble, oui. Ça dépend après du scénario du match, de comment ça se passe, s'il y a de la tension, etc. Mais globalement, oui, tous les joueurs sont abordables. Sinon, c'est qui ton meilleur pote dans les vestiaires, que ce soit actuellement ou durant toute ta carrière? Là, c'est pas forcément le meilleur. Je pouvais parler de Billy Ketke au fond de fun à l'époque. Quand il était là, on était quand même beaucoup ensemble. Après, ce que j'ai aimé ici, c'est finalement avoir un noyau fort, dur,
de Dalleux. Et ça, comment dire, c'est presque plus enrichissant, plus fort que simplement avoir un binôme. Il y en a certains, ils sont vraiment, on sent ils sont vraiment trouvés. Mais voilà, moi c'est plus global, plus collectif, quoi. C'est un vrai groupe. Quand tu parles de vrais Dalleux, tu parles des anciens, c'est ça, Mangani, Ouais, voilà, tout ce groupe-là notamment, avec qui on a passé énormément de temps, parce que c'est très rare de faire autant de saisons avec le même groupe, avec le même noyau. Et aujourd'hui, on garde encore des contacts parce que voilà, il s'est passé tellement de choses. Nos enfants ont grandi ensemble, nos femmes se connaissent. Enfin, je veux dire, forcément, ça aide. Donc, lors de la saison 2015-2016, tu gagnes le prix UNFP du plus beau but. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est le plus beau but de ta carrière ou il y en a d'autres que tu préfères peut-être? Ouais, bah forcément, il a été élu, donc c'est le plus beau. J'en ai marqué quelques autres et que j'aime beaucoup aussi. Mais celui-là, ouais, il a une saveur particulière parce qu'il y a le trophée au bout, quoi. On se l'a refait hier. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Rames Rodriguez avec la Colombie. 14, ouais, je suis d'accord. On me l'a dit et puis j'avais regardé, effectivement. Et donc là, on va partir sur une partie un petit peu discussion. Ouais. Voilà, débattre un petit peu sur des thèmes du football. Première question, est-ce que tu es toujours aussi passionné par le foot qu'au début de ta carrière je serais pas là. Ouais. Sinon, j'aurais arrêté depuis un moment. Comme je vous expliquais tout à l'heure, à 33-34 ans, t'arrêtes parce que t'es lessivé, parce que t'en as marre, parce qu'il y a trop de contraintes, parce que t'arrives plus à voir le positif, t'arrives plus à prendre les devants. Et non, bien sûr, évidemment, toujours aussi passionné. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi le fait que t'es passé pro assez tard qui a fait que vraiment tu apprécies Ouais, sûrement. C'est souvent l'analyse qu'on en fait, effectivement, de ma carrière. Mais je pense que même quelqu'un qui commence tôt, à 18 ans, 19 ans, qui a vraiment la passion de ça et qui arrive à passer au-dessus de toutes les contraintes, toutes les difficultés que peut engendrer ce métier, réussit à durer. Et on le voit avec Dante, par exemple, qui a une immense carrière. C'est pas la mienne, hein, loin de là, et au final, il est encore là, il a 41 ans, et il s'éclate à Nice, quoi. Et en plus, il est toujours très performant. En plus, il est très performant. Donc Mbappé, il a dit que le football a changé. Non, qu'est-ce qui a changé un peu depuis tes débuts en pro Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, en fait, on recherche énormément. Je bouge un peu les Gasparins. On recherche énormément la performance athlétique. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'on essaie de robotiser un peu les joueurs, mais c'est toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Et tu vas dans cette recherche-là, et notamment athlétique, quoi. Donc, il y a 10 ans, ça va encore plus vite. Le foot, il va encore plus vite. T'as des joueurs qui sont encore plus forts. Tu te confrontes à des choses et qu'il n'y avait pas, effectivement, il y a 10-15 ans, quoi. Tu penses qu'on laisse un peu moins de place à la créativité aujourd'hui Alors en France, peut-être qu'ailleurs c'est pas le cas, mais en France, oui, je pense qu'il y a un aspect, et donc tout ça, athlétique, etc., et aussi finalement business. Ouais. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, tu vas faire 2 matchs, tu as 18 ans, tu vas signer un contrat pro. Alors qu'à l'époque, il fallait peut-être en faire une quinzaine ou une vingtaine pour espérer avoir ton contrat et puis après cravacher, etc. Donc voilà, c'est peut-être les choses qui ont un petit peu évolué. Justement, toi qui es passé pro à 25 ans, est-ce que tu trouves que le foot d'aujourd'hui il laisse aussi pas assez de temps aux jeunes de s'affirmer? On voit des transferts à 100 millions à 20 ans. C'est quand même quelque chose. Et après, on dit que c'est des flops en un an. C'est la difficulté, bah oui, parce que le jeune a besoin de s'aguerrir. A besoin un petit peu de temps. Alors t'as des cracks, hein, à 18-19 ans, Yamal. Ouais. Alors ça voilà, mais c'est des exceptions finalement par rapport au nombre de joueurs qui sont là et qui passent pro assez jeunes et qui après ont du mal à encaisser peut-être, qui ont du mal à comprendre. Voilà, il faut forcément du temps. Justement, tu en as parlé un petit peu, mais toi, justement, c'est quoi ton rôle au SCO d'Angers avec ces petits jeunes? On en a vu beaucoup ces dernières années à Angers, qui sont partis dans des grands championnats européens, notamment récemment en Allemagne. Je pense à GM. Toi, c'est quoi ton rôle justement c'est de les accompagner et puis d'essayer finalement de leur transmettre un petit peu
ce que moi j'estime important pour leur progression. Je leur dis, je vais rien leur apprendre d'exceptionnel, je suis pas un grand joueur, hein, mais en tout cas, il y a des valeurs à avoir, il y a comment dire, un goût de l'effort, un goût du travail à absolument acquérir, parce que ici aujourd'hui, tu vas y arriver, c'est bien, c'est une étape, mais si tu vas demain plus haut, ça sera beaucoup plus dur. Donc se préparer à ça petit à petit. Et sinon, par rapport au rapport avec les supporters, avec l'arrivée des réseaux sociaux, est-ce que toi aussi tu as constaté un réel changement? Est-ce que tu regardes les commentaires après les matchs? Comment ça se passe, ce rapport aussi avec... C'est plus même une question de société, quoi, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Tout est noté. tout est noté, tout est jugé, tout est commenté, avec beaucoup d'agressivité même, Oui. beaucoup de jugement. Mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et toute personne maintenant a accès à le droit à la parole finalement, qu'il n'y avait pas à mon époque. Alors je vais faire le vieux con au temps où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais aujourd'hui faut vivre avec et puis c'est tout. Et est-ce que ça impacte la santé mentale des joueurs? Est-ce que toi tu as vu aussi l'arrivée de... Aujourd'hui on en parle beaucoup dans le sport, de l'importance de la santé mentale, d'amener des préparateurs, des coachs sur ce sujet-là? Je pense que ça existait déjà parce que le métier de footballeur est très exigeant. Et au-delà des réseaux sociaux qui sont bien présents aujourd'hui, déjà avant c'était très exigeant, ça demande beaucoup. Chaque week-end t'es jugé, chaque entraînement t'es jugé. Si t'es un peu moins bien, on met le doigt dessus. Enfin voilà, donc c'est exigeant. Mais aujourd'hui, oui, est-ce que c'est un effet de mode aussi? Et voilà, on s'empare un petit peu du phénomène parce que y a du business à faire derrière. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est important d'y faire attention. Mais je pense comme dans d'autres métiers, tout le monde a besoin d'avoir une stabilité mentale et une sérénité mentale qui soit saine, quoi. Est-ce que tu vois peut-être chez tes jeunes coéquipiers aussi que ça les touche plus, qu'ils regardent tout le temps Ouais, je sais pas, mais par exemple, Ibra, Nian, quand après le match de Coupe de France contre Reims, là, où il a raté l'occasion, il a raté le penalty, etc., il y a eu une déferlante sur lui, et de le voir triste, de le voir vraiment malheureux dans le vestiaire ensuite, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, on se dit, juger comme ça sur la place publique, qu'est-ce que t'as fait? T'as tué quelqu'un? Ou t'as violé quelqu'un? Ça, c'est des choses graves. Là, bon voilà, il a raté, ça peut arriver. Mais donc voilà, il faut quand même être mesuré dans tout ce qui peut se passer sur les réseaux et en prendre peut-être un petit peu, mais en laisser beaucoup. On va passer un peu sur la dernière partie, la partie un petit peu jeu. Donc on aura un 60 secondes, le plus de questions en 60 secondes, et ensuite un réel ou dose, un concept qu'on t'expliquera juste après. Est-ce que vous êtes prêts pour le chrono de 60 secondes? Vitinha ou Pedri? Pedri. Finale de Coupe de France ou gagner la Ligue 2? Gagner avec 2. Neymar ou Mbappé? Neymar. Le club que tu supportais quand tu étais petit? Monaco. Ton lieu d'Angers préféré? Le Mat Murphys. Ok, but ou passe D? Passe D. Ton milieu préféré all time? Juninho. Le plus beau stade au monde? La Bombonera. Pelé ou Maradona? Maradona. Le plus beau but de tous les temps? Le plus beau but de tous les temps, la reprise de volée de Zidane en finale de Ligue des Champions. Le joueur avec qui tu aurais rêvé de jouer? Thiago Silva. Romain Thomas ou Vincent Manceau? Joker. Il n'a le droit qu'un seul, Joker. Okay. Sheikh Ndoye ou Thomas Mangani? Thomas Mangani. Ton film préféré? Gladiator. Le joueur le plus insupportable contre qui tu es joué? Pedretti. Top. La dernière question. Dernière question quand même. Dernière, vas-y. Il faut speak ou l'équipe? Il faut speak. Merci. On le savait de toute façon. Et donc le réel ou dose, en gros c'est un vrai ou faux. Donc tu dis réel si t'es d'accord avec l'affirmation, dose si t'es pas d'accord. Et tu peux argumenter ou dose. Dose, ok. Donc ensuite tu peux argumenter et tout. Dembélé est le meilleur joueur du monde. Réel actuellement. Sur l'année 2025 là? Là actuellement, ouais. Mais ouais, actuellement. Jouer le titre en Ligue 2 est mieux que jouer le maintien en Ligue 1. C'est différent, c'est deux ambiances, donc réel. Réel? Mais parce que je préfère être en Ligue
C'est ça. Attends, non, du coup, préfère Dose. C'est jouer le titre en Ligue 2 et Ah meilleur. pardon, je pensais que c'était l'inverse. Ouais, Dose du coup parce que c'est toujours mieux d'être en Ligue 1. C'est plus dur, mais d'arriver aux objectifs, c'est quand même beau. L'épopée Quevilly est meilleure que celle d'Angers. Réel. Réel. Ouais, Bah, clairement. c'était plus un exploit. C'était plus un exploit, et puis moi je l'ai en plus vécu encore différemment. C'était la première fois que je faisais un tel parcours. On va au Stade de France où on accroche Lyon dans un stade plein, on est amateur, enfin voilà, il y a plein de paramètres. La Ligue 1 est un meilleur championnat que la Bundesliga. DOS, Dose, clairement. tu penses que la Ligue 1 est en retrait Clairement, sur les sur les 5 grands championnats, t'es peut-être t'es devant le Portugal, mais c'est tout. Après, t'as la PL qui est devant, t'as la Bundes qui est devant, t'as la Serie A qui est devant, et t'as la Liga qui est devant. Même les Pays-Bas, tu les mettrais où à peu près la Ligue Pays-Bas, 1? non, en dessous. Ouais, quand même en Ouais. dessous. Donc quand même dans les 5 grands championnats, mais en dessous Ouais. des 4 autres. Ouais. Stéphane Moulin est le meilleur entraîneur que t'aies jamais eu. C'est l'entraîneur que j'ai eu le plus longtemps en tout cas. Ça, c'est vrai. Donc réel. Réel? Ouais. Ok. Et dernière question, est-ce que Pierrick Capel a déjà pensé à une sélection en équipe de France? Ouais, à 14 ans. À 14 ans, j'ai fait une sélection départementale, après régionale, je dis pourquoi pas aller en équipe de France. Puis ça s'est arrêté là. Qu'il n'y a jamais une Non, période il y de a ta jamais carrière où... Il n'y a jamais eu. Non, donc en jeune, il y avait des petites sélections, mais j'étais loin du compte. Bon, après, c'est tout. C'est pas. J'en ai pas fait une obsession, parce que de toute façon, je savais que c'était pas atteignable, et puis c'est tout. Faut pas avoir de soucis avec ça. Merci beaucoup Pierrick. Bah, merci à vous, les gars, super c'était super sympa. Pas de conclusion? Ouais. T'as pu faire une petite conclusion? Ah oui, oui c'est vrai. Allez, salut. Sinon, on peut faire ça. Donc c'était super intéressant, fin de l'interview avec Pierrick Capel. On se retrouve pour plein de nouveaux projets et plein de nouveaux contenus sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram. Restez branchés. Bravo, ça. Bien. Ça c'est de l'autre. Joli. Attends, moi j'étais prêt à me casser. Ouais, je suis. Allez, ciao.